Une création. Blast! Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe quoi? À Perpignan. 24e épisode. Perpignan. Une catharsis antifasciste. Le carnaval est ouvert ce samedi 11 avril 2026 à Perpignan. Un charivari antifasciste pour essayer de redonner un peu de force à la résistance face à l'extrême droite. Rappelons que Perpignan est la seule ville de plus de 100 000 habitants conquise par le Rassemblement national. Louis Alliot, le vice-président du RN, l'artisan de sa dédiabolisation, a été élu à la mairie dès 2020 en battant Jean-Marc Pujol, l'ancien maire LR, qui briguait alors un troisième mandat. 6 ans plus tard, Louis Alliot est réélu. Comment l'extrême droite a-t-elle pu s'ancrer dans la cité catalane? C'est à cette question que nous essayons de répondre avant de rejoindre le charivari Antifa. Dominique Sistac, comment le chercheur que vous êtes a envie de nous parler de ces 6 dernières années de mandature sous l'égide du Rassemblement national avec Louis Alliot et de cette énorme baffe, car sur les dernières municipales, il est passé au premier tour. Je crois que la première des choses, c'est que nous voyons depuis la première élection d'Alliot ce qu'on craint le plus au niveau national, c'est-à-dire une coagulation de l'électorat de droite et d'extrême droite. Toutes les droites se sont exprimées en faveur de Louis Alliot. Et Louis Alliot, il est simplement resté là, un peu comme une figure de commandeur, incarnant un peu toutes les figures de la droite, avec des sympathies d'extrême droite prononcées, ceux des anciennes l'OAS, des Pieds Noirs, mais allant jusqu'à la droite libérale, ou se mettant même en situation d'être avec une droite plus conformiste, catholique pratiquante. Il a fait véritablement un échantillonnage de séduction de toutes ces droites pour les faire congruer en son vote. On est toujours, mon ami Nicolas Lebeau aime cette blague, il dit excellent dernier mandat de Jean-Marc Pujol quand il parle du mandat de Louis Alliot, parce qu'il n'y a aucune différence. Et on le voit d'ailleurs, second mandat, il a repris une partie de l'équipe qu'il avait battue en 2020. Et la ville, véritablement, au final, après, est tombée vers lui un peu comme un fruit mûr. Alliot, c'est pas Ménard, c'est très lisse. Jean-Bernard Maton, professeur à l'université de Perpignan, colistier de la liste Perpignan Autrement. C'est très lisse. Il n'y a que 2 ou 3 questions sur lesquelles il ne lâche pas. C'est sur les questions de l'Algérie française. Donc ça, l'Algérie française, déjà, Pujol était très Algérie française. Car les rapatriés d'Algérie en 62 sont venus, ensuite les harkis. Oui, tout à fait. Donc là, il y a effectivement sur ces questions une fixation. Le maire, lui, il n'a pas de propos trop excessifs. Et c'est quelqu'un de très policé. Alliot, il essaie de passer pour le grand démocrate. Lui, il n'est pas le fils de Pétain. Tout ça, c'est du passé. On a nettoyé, on a viré tous ceux qui étaient trop marqués à l'extrême droite. Sur sa page Facebook, par exemple, c'est en général très policé, mais les réactions, alors là, c'est une horreur. Grand défouloir de l'extrême droite, virer les étrangers, pourvu que les bateaux y coulent en Méditerranée. Donc il y a aussi ça. Un espèce de processus de normalisation du Rassemblement national. On l'a vu sur ce mandat là, de 6 ans. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vécu ici? Eh bien alors en fait, on n'a pas vu grand-chose d'un point de vue purement politique municipal, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Kevin Courtois, président de l'antenne locale de SOS Racisme et organisateur du festival Nostramar. Il n'était pas présent, il suffit de voir le conseil municipal. Alors c'est filmé maintenant, donc on peut le regarder facilement. Quand l'opposition pose des questions précises, à la fois techniques ou politiques, il ne répond jamais sur le fond, mais dire vous avez qu'à demander à mon adjoint. Donc ça prouve qu'il ne maîtrise pas les dossiers. Et donc ce mandat, c'est le mandat un peu de l'inaction. Les seules choses qu'il ait faites, c'est des marqueurs d'extrême droite, à savoir le printemps de la liberté d'expression,
Alors qu'est-ce que c'est ? Alors c'est simple, je vais le résumer en 3 mots, c'est le plateau de CNews. Mais c'est simple, on prend le plateau de CNews, on le délocalise à Perpignan et ça fait le printemps de la liberté d'expression. Voilà, donc un festival de racistes, de négationnistes, à l'image de CNews. Pour ceux qui veulent voir Michel Onfray, c'est peut-être le moment. Il est invité tous les ans, avec Zemmour, toute la clique. Et le deuxième fait politique, ça a été de faire la place Pierre Sergent. Donc Pierre Sergent qui a été député Front National dans les années 80-90, qui était membre de l'OAS et qui a commis des attentats terroristes, qui a tué à peu près une 60aine de personnes. Donc on parle d'un terroriste, d'un criminel, qu'il a honoré en lui donnant une place. Et donc moi qui suis à SOS Racisme, on a porté le combat là-dessus. On a obtenu gain de cause. Donc après il a fait appel, donc on va voir. Et le troisième fait, c'est quand même l'embauche systématique de policiers municipaux. Ça c'est un des grands dada de l'extrême droite. Et alors ce qui est hallucinant dans cette affaire, c'est qu'au bout de 6 ans, on voit quand même des chiffres et des résultats. C'est que en 6 ans, en fait, il y a une augmentation des vols, de la criminalité. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de résultats sur son propre sujet. La réponse, elle doit être sociale. Et là-dessus, il n'y a rien eu, à part l'attaque sur tout le milieu associatif qui n'était pas de son bord, qui œuvrait sur le vivre ensemble à Perpignan, et essayer de réparer cette ville, parce qu'elle est fracturée quand même, cette ville. Il y a des fortes inégalités. Il y a les quartiers les plus pauvres de France, le Bas-Vernay notamment, est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Depuis 2020, je trouve que la situation s'aggrave et s'enquiste, en fait. Anna, du collectif Les Effrontés. À sa demande, son prénom et sa voix ont été modifiés. Tout le travail de dédiabolisation du maire Louis Alliot est en train de prendre racine vraiment à Perpignan. Et ça, c'est vraiment en train d'infiltrer tous les espaces. Et moi, je pense en particulier à celui de la culture, voilà, qui est lentement mais sûrement transformé du côté des petites associations essentiellement. Alors du côté de l'archipel, ça se voit moins, mais ils ont quand L'archipel, même c'est Théâtre National, Scène Nationale, Théâtre de l'Archipel, sur lesquels il n'y a pas vraiment encore d'emprise au niveau de la modification des diffusions, mais par contre, suite aux désinvestissements de l'État à la culture, ils ont avancé des grosses billes financières. Et on craint vraiment très très fort pour les programmations futures et pour les petites compagnies et d'autres espaces, associations, etc. Ça, c'est clair que quelque chose, il y a une transformation et une réduction de l'espace démocratique, de liberté d'expression. Un peu comme ça se passe dans les conseils municipaux d'ailleurs, où dès que quelqu'un dit quelque chose qui sort de la norme, celle qui est pensée par l'extrême droite, dès que quelqu'un sort de cette parole-là, il est censuré ou bien on lui dit qu'il est de LFI, qu'il est encarté ci ou là, ou bien que c'est un terroriste, ou bien un délinquant, enfin bon. Et puis il y a le fait qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on vote pas extrême droite dans cette ville, avant on pouvait le dire comme ça, là, comme je vous parle, mais aujourd'hui on le dit un petit peu comme ça. C'est ça qui a changé et qui est inquiétant. Et puis, il y a la peur du... je sais pas, on parle beaucoup de déclassement. Moi, je pense que les gens qui votent aujourd'hui Front National, j'essaie de penser qu'ils sont pas tous fachos. En tout cas, je pense qu'ils sont beaucoup racistes. Mais je pense qu'ils ont surtout, à leur tour, peur d'être déclassés. Et qui sont dans cette logique-là d'être un peu... de faire partie de la cour du roi, sans trop regarder avec qui ils collisionnent. Dans ce côté ville un peu catastrophée, ville en souffrance, il y avait la nécessité d'essayer autre chose pour mettre en place un représentant du RN. C'est-à-dire cette demande d'autorité et d'ordre qui est exigée pour remettre de l'ordre dans une société que l'on présente dans un média sursaturé en permanence par ces questions, comme une obligation politique. On remarque aussi que les mêmes qui demandent cet ordre ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Il y a moins de 48 heures, une récente conseillère municipale de la ville a insulté les policiers après avoir été arrêtée ivre au volant de sa voiture. Elle est obligée de démissionner.
Absolument. Donc on voit aussi cette configuration qui fait que la demande d'ordre est une demande d'un ordre social et de ségrégation et de structuration sociale. C'est-à-dire il y a un ordre qu'on peut opposer à certains, mais qui ne vaut pas pour soi parce qu'on fait partie d'une sorte de nouvelle aristocratie, nouvelle nomenclature qui permet d'encadrer les pauvres gens qui votent pour vous. Et donc il y a aussi cette idée, dans la recherche et la demande de l'ordre ici, il y a quelque chose d'assez fabriqué, d'assez structuré. Arrivé à Place Cassel, en plein cœur du quartier Saint-Jacques, je ne vais pas faire le bisounours, mais tout ça est plutôt calme. Dans un quartier en voie de dépérissement total, qu'est le quartier Saint-Jacques depuis tant d'années. Quartier où les gitans sédentarisés de toute éternité sont là. Jean-Bernard Maton, celui que on baptise parfois le conservateur révolutionnaire. On peut planter le décor, et planter le décor, c'est être au milieu de ce que vous avez tenté de ne pas voir s'effriter au fil des années, ce fameux quartier Saint-Jacques, la vieille ville, le centre-ville de Perpignan, qui est l'objet de toutes les études sociologiques et de toutes les inquiétudes de beaucoup. À force de démolir, il va finir par ne pas rester grand-chose, et surtout que les immeubles qui sont encore en place, il y en a plus d'un tiers qui sont insalubres, qu'on laisse se dégrader, et au bout d'un certain temps, le risque c'est que ça finisse quand même par s'effondrer. On a d'abord hissé le drapeau pour stopper les démolitions. Il y a eu une véritable révolte au mois de juillet 2018, et donc on a empêché effectivement la démolition. Et j'ai aussi pris conscience des problématiques sociales, culturelles, de santé, etc. Parce que Saint-Jacques, c'est une véritable catastrophe. Et c'est une catastrophe qui s'amplifie. Et sous la municipalité à Lyon, depuis 2020, toutes les associations se sont vues supprimer leurs moyens, etc. Enfin bon, donc il y avait une association qui était le Filade Métissé, qui a été obligée de mettre la clé sous la porte parce que faute de subventions et de moyens, alors que c'est une association qui travaillait notamment avec les femmes gitanes du quartier. Elles sont là avec leurs enfants. Vous pouvez venir si vous voulez, hein. Mais si vous êtes au soleil, on vous a volé votre place. On a pris la seule place à l'ombre, donc il y a les mamas gitanes là, qui sont en train de se dire mais c'est quoi ces deux paillots qui sont là? Bon. Ah oui, non, de toute façon, ici, dès qu'on pénètre, tout le monde sait qu'il y a des étrangers qui sont... À Saint-Jacques, près de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans ce quartier où se mêlent communautés gitanes et maghrébines, un nom est dans l'air ambiant, Nasdas, l'influenceur millionnaire qui met en scène sur Snapchat la misère de son quartier. À son nom est associé le mot chiente, titre de son émission controversée sur Twitch TV. Ce mot chiente, je le retrouve dans la sauce du kebab que je viens de commander à l'entrée de la place Cassel. C'est quand même incroyable. Je peux pas. Alors je règle le kebab avec la sauce chiente. La sauce chiente, ce mot, il faut que je parte de Saint-Jacques et de Perpignan en sachant ce que ça veut dire. En fait, chiente, le mot chiente, c'est la galère, en fait. Voilà. Nous, ici, c'est un quartier un peu défavorisé. C'est tout le temps la misère et tout ça. Alors, le mot, il a trouvé Nasdas, c'est la chiente. Et Nasdas, imaginons qu'il y ait des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui ne savent pas qui c'est, l'enfant ici de Saint-Jacques. Ben, les gens, ils le voient tous comme Robin des Bois. Robin des Bois, il distribue de l'argent, il est généreux. Les réseaux sociaux, ouais, c'est nouveau pour nous. Hein. Franchement, on dirait que c'est l'argent facile. Oui, c'est vrai que les influenceurs... Après, c'est un travail comme un autre. Hein. Donc, enfant de Saint-Jacques, Nasdas, une trentaine d'années, ses parents algériens, il a trouvé ce filon, il est partout présent, et surtout, il a montré la vie d'un quartier donc dit défavorisé. En fait, Perpignan, la plupart des gens, ils ne connaissaient pas trop. Ils regardaient que dans la météo, ils voyaient le sud qui faisait soleil, mais lui, il a fait connaître Perpignan
international. Mais même en Turquie, ils le connaissent partout. C'est un truc de malade. Et j'aimerais pas, parce que franchement, le nombre de personnes qui viennent le voir, là, des fois, il peut même pas boire un café, il repart. C'est pas... Oui, parce qu'il distribue facilement l'argent aux gens. Ouais, il distribue franchement facilement. Ah ouais, dans la journée, il doit donner des fois des 5 000 euros par jour, 10 000 euros, ça dépend. Là, il offre des voitures neuves, des Mercedes à des gens de sa communauté. Franchement, il est très très généreux. Robin des Bois, donc. C'est ça. Il donne de l'argent et lui, il en gagne derrière et tout le monde est content. Et en fait, il fait travailler les gens du quartier, il ouvre des métiers pour les gens, il aide vraiment beaucoup, que ce soit dans tous les côtés. Mais il n'y a rien ici dans le quartier, il n'y a même pas, d'association pour les enfants. À l'époque, nous, quand on était jeunes, on faisait des sorties, il y avait des associations et tout. Mais là, il n'y a plus rien, il n'y a rien du tout. L'autre fois, il est venu, Nasser, il a ramené des ballons gonflables. Nasser, c'est Nasdas. Nasdas, ouais, il a ramené des ballons gonflables pour les enfants, pour des châteaux gonflables et tout ça. Le maire, il est venu, il l'a enlevé. Parce qu'entre lui et le maire, ça ne va pas du tout. Ça ne lui va pas qu'en fait, un jeune comme ça, qui s'en sorte facilement, quoi. Et que ce maire, finalement, laisse mourir ce quartier, rachète des immeubles, ça spécule. En fait, il y avait un jardin là, public là, il nous l'a enlevé pour faire un parking. À chaque fois qu'on demande pour ouvrir une association ou trouver un local ou n'importe quoi, le maire il bloque tout. Voilà. Alors il suffit de voter, mais personne ne vote. 17% de vote dans le quartier Saint-Jacques. Les gens, ils n'ont plus confiance à personne. Les gens, même qui étaient proches d'eux, qui étaient de la gauche ou de la droite, ils sont tous des menteurs. Si Nasdas passe, vous lui dites qu'il y a un carnaval là-haut, carnaval antifasciste. Ah, c'est cool ça. Quelle serait la définition d'un antifasciste? Un antifasciste, normalement un antifasciste, c'est un mec qui aime la vie et qu'il n'est pas raciste, il ne reste pas bloqué sur ça, il n'est pas borné de la tête, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est un mec bien, quoi, un mec cool, quoi, qui aime la nature, qui aime tout ça. Mais le fasciste, on dirait qu'ils n'aiment rien du tout. Respirer, ils n'aiment pas. Voilà, monsieur, si ça ne vous dérange pas, je vais travailler un peu. C'est un journaliste. Il veut manger. Dominique Sistac, on revient sur cet état de Perpignan et de son centre, ici avec 3 quartiers parmi les plus pauvres de France. Il y avait donc un terreau qui rimait avec insécurité. C'est ça que vous avez d'ailleurs, vous, le juriste, le sociologue, étudié. Oui, parce que la ville, au bout d'un moment, elle peut saigner de toutes parts et il faut bien qu'elle arrive à compenser et à vivre. Il faut arriver à survivre. Et cette survivance, c'est une survivance quasi tiers-mondiste. Puisque les gens ici récupèrent les aides sociales, mais on ne vit pas avec le RSA, même à Perpignan. Il faut qu'elles arrivent à se loger, même avec les vendeurs de sommeil. Il faut arriver aussi à tirer 4 sous pour payer le quotidien et sa vie. Et les trafics de toute nature, le trafic de cigarettes par exemple, montrent bien quand même que dans la cité, il y a une grande part de la population qui est laissée en vie dans cette société-là, puisque tout le reste est ressorti à l'extérieur avec la reprojection des classes les plus aisées, classe moyenne, classe supérieure, CSP+, etc. À l'extérieur, dans les petits villages, on a cet effet du donut avec la ville qui se vide dans son centre, et il ne reste que sa pauvreté. Le mieux, c'est de venir le dimanche après-midi dans Perpignan. Il n'y a plus personne, il ne reste que ces marges vivantes. Les gitans qui jouent un peu de guitare, des SDF qui traînent à la recherche d'un caillou à fumer. Et donc on voit apparaître cette ville, c'est une ville presque de survie, littéralement. C'est un archipel de misère et de ségrégation. Les murs sont invisibles, mais ils sont très très forts. Vivre dans Perpignan aujourd'hui, c'est une expérience de pauvreté à l'échelle de l'ordre mondial. Perpignan, c'est une économie de la rente. Donc, je veux dire, c'est une économie au service des rentiers, de la bourgeoisie locale.
Donc c'est-à-dire la rente ne crée pas de richesse. C'est là l'impasse dans laquelle est Perpignan, je crois, d'un point de vue économique. Et ça, Louis Alliot l'a très bien compris. Ça veut dire que lui-même conçoit la politique comme une rente. Il faut voir, lors du premier mandat, le premier fait politique, c'est quand même son augmentation majeure de ses propres indemnités. Et le deuxième mandat, c'est l'augmentation de plus de 60% des 4 premiers adjoints. Donc si ce n'est pas concevoir la politique comme une rente... On voit que ce populisme à Perpignan, il mène à rien. C'est-à-dire qu'il ne mène pas au développement économique de la ville, il ne mène pas à la résolution d'aucun des problèmes du quotidien. Perpignan continue de descendre. Bruno Nogared, conseiller d'opposition depuis 2020, tête de liste LR en 2026, soutenu par la droite et le centre. On voit qu'un certain nombre de quartiers, notamment périphériques de la ville, de gens qui vivent dans des lotissements un peu plus privilégiés, ont très très largement voté pour lui. On peut voter aussi aujourd'hui pour quelqu'un qui est menacé d'être empêché par la justice d'exercer sa fonction de premier magistrat. Ça, c'est la question qui avait été un petit peu posée avant les élections, à savoir quel maire vous voulez. Est-ce que vous voulez élire quelqu'un qui peut-être ne sera maire que pendant quelques mois ? Bon, là, manifestement, force est de constater que la population n'a pas tenu compte de ça. Après, je pense qu'il y a un deuxième phénomène. La gauche à Perpignan, elle est relativement minoritaire. Le total de ses listes fait 35%. Le sujet, il était plus de savoir ce que l'électeur du centre et de droite allait faire. Je pense qu'une bonne partie de cet électorat est resté chez lui. D'ailleurs, on rappelle les chiffres de l'abstention. L'abstention à Perpignan, c'est 53%. Beaucoup de gens n'y croient plus. On se disait qu'avec un bilan assez négatif, finalement, qu'on pouvait faire de cette première mandature, ne pouvait pas laisser présager qu'il allait être aussi facilement que ça réélu. Vous n'avez rien vu venir, vous, les forces d'opposition. Quand je dis vous, c'est que tu as fait partie de la liste de Langevin, adoubée par le PS, qui a réuni autour d'elle d'autres partis, mais qu'en face d'elle, il y avait d'autres listes, dont un PS qui n'était pas adoubé. Enfin, on a encore joué le jeu assez bizarre d'une désunion totale. On a quand même à Perpignan la gauche la plus bête du monde. Moi, ça fait peut-être 1 an ou 2 que je dis il faut l'union, large. Enfin, quand on est face à l'extrême droite, on se doit d'être responsable quand même. Il y a des gens qui sont impactés par la politique de l'extrême droite de manière très concrète. C'est pour cette raison que ça fait 1 an ou 2, moi, que je bataillais sur l'idée qu'il fallait une liste de rassemblement large, qui aille même du centre jusqu'à toute la gauche. Bon, le fait est qu'on est sur des décisions nationales, en réalité sur des villes de plus de 100 000 habitants, ce qui empêche notamment la France insoumise, qui est quand même très verticale. C'est 4 mecs qui décident de la ligne politique et on le ressent localement. Et après, moi, sur mon choix d'Agnès Langevin, il est très rationnel en fait. Et c'est quelqu'un qui est vraiment présente sur le terrain, présente dans le milieu associatif à Perpignan, qui a mené un vrai travail en tant qu'élu régional. Quand on vote pour une liste municipale, on vote pour quelqu'un qui est identifié dans la ville. Malheureusement, après, il y a eu Perpignan Autrement qui a fait un choix différent. Moi, j'ai beaucoup de camarades ou d'amis sur cette liste, même sur la liste de la France Insoumise. Et je trouve ça assez nul. Et donc, c'est pour ça que moi, je regrette encore une fois qu'il n'y ait pas eu cette union du centre et de la gauche large, qui aurait permis d'arriver en force, peut-être au second tour. Ça aurait pu permettre une mobilisation des électeurs, créer un espoir de se dire il y a quelque chose qui se passe et d'espérer au moins avoir un second tour. Là, on voit l'état de la gauche à micro-échelle, les ruptures entre sociodémocrates, entre eux, et entre sociodémocrates et LFistes, entre LFistes et anciens communistes, etc., etc. On a l'impression, j'ai le sentiment de revoir les élections de la Pologne post-Jaruzelski. On découvre la démocratie, on a 80 partis. Honnêtement, là-dessus, si ce n'était pas aussi sérieux, on en rirait. Là, on dépasse l'entendement, on divise le petit capital par 3 ou 4. Au final, il reste des queues de cerises, quasiment pour tout un chacun. Tout le monde a perdu à gauche. Il nous reste les modes d'action coopératifs, sociaux, qui vont être souvent embryonnaires. Des choses peuvent partir à 2 ou à 3. Mais à 2 ou à 3, des fois, on relance une histoire, on réinscrit une histoire.
C'est pour ça qu'il est intéressant, peut-être, Dominique Sistach, d'aller participer à ce charivari géant qui va être organisé ici pour peut-être commencer à proposer. Dans un quartier plutôt résidentiel de Perpignan, et il y a une maison qui abrite quelques effrontés qui opèrent sur la toile de manière discrète mais efficace, qui pointent du doigt tout ce qui est de l'ordre des dysfonctionnements, des aberrations et parfois des colères. Et là, elle se prépare pour certaines d'entre elles, j'imagine, et d'entre eux, à défiler. Il est bientôt 14h, il est 13h. Ah, vous n'êtes pas encore prête ? Non, on va pas à Cannes, nous on fait un carnaval, ça prend du temps. Hein. Je ferme parce qu'on va décoller, je voudrais pas m'envoler avec mes ailes. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ces ailes roses, prêtes à être déployées ? Il y a marqué un terme très doux qui s'appelle antiféchiste. Voilà, même chez les fées, il y a des antifas. Des antifas qui sont toujours gentils, même si on les fait passer pour des méchants depuis très longtemps. Et surtout en ce moment, voilà. Donc c'est bien de dire que c'est faire la fête pour revendiquer une forme de vivre ensemble. C'est quoi finalement l'antifascisme ? C'est pas taper sur les fascistes, c'est remettre en cause ce que les fascistes prônent. C'est avant tout une bataille d'idées. Donc un carnaval, on n'est pas armé, hein. On a des ailes, on a un chapeau. Nous, on est dans une forme d'humour sur le mot antifasciste, qui est un mot qui est revendiqué dans ce carnaval. Et quand on a vu passer ce terme de carnaval antifasciste, bien sûr qu'on y participe. On le précise, Les Effrontés n'est absolument pas l'organisatrice, puisqu'il n'y a pas d'organisateur de ce festival aux mains d'un collectif dissimulé. C'est ça. Et il y a des gens qui se rassemblent autour de ce carnaval qui fait sens pour eux. Je rejoins le collectif dans un lieu secret, dans Perpignan. Dans l'entrée du local, une affiche m'accueille. Je sais pas qui a réalisé cette affiche, mais vraiment, moi, ça me donnerait super envie. Ça précise aussi les éléments de la journée qui vont se passer. Donc il y a un procès qui sera théâtralisé, il y aura une visite guidée du Perpignan fasciste, une déambulation, une kermesse, tout ça dans la joie et la bonne humeur. C'est aussi un collectif qui nous parle là, avec une voix dissimulée, avec une seule voix presque, il faut que je rentre à l'intérieur d'un local, abriter des regards. Il y a comme une impression de terrier, là, non ? On est dans le terrier, mais on sort du terrier. C'est-à-dire que le carnaval, c'est le principe. C'est on se cache, c'est le masque, mais on est quand même dans la rue en train de faire du bruit et de crier pour exprimer ce qu'on ne peut pas faire peut-être sans masque. Et surtout, on le fait d'une façon très très plaisante et très très joyeuse, festive. Donc c'est aussi un moment où on se donne de la force et on se réapproprie la joie pour pouvoir éventuellement créer des solidarités. Voilà. Et c'est un collectif qui n'est pas affilié à un parti politique, qui n'est pas affilié à un syndicat. Il y a 50 000 façons en fait d'être antifasciste. C'est chacun à son niveau. La jeune garde, ils sont antifascistes. Ils ont leur fonctionnement. On n'a pas l'étiquette antifasciste. Enfin, je veux dire, c'est pas un syndicat ou un parti politique d'être antifasciste. En fait, moi, je trouve que c'est plus une posture humaine d'être antifasciste. Et puis, ce qui est un peu dérangeant, c'est que c'est quand même sacrément devenu un gros mot d'être antifasciste, parce que certains médias, certains nombres de personnes dans la société, ça les arrange de se dire, voilà, les antifascistes, ils tabassent, ils tuent, etc. Non, nous, c'est pas, en tout cas, moi, de ma place, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Autour de nous, il y a un carnaval, il y a des jolies choses, c'est bon enfant, on fait une kermesse, j'espère qu'il y aura beaucoup d'enfants. Et voilà, donc en fait, c'est une sorte de vision un peu surplombante de ce que peut être l'antifasciste qui se définit
de 50 000 façons et je trouve que celle du carnaval, c'est une des plus plaisantes et des plus encourageantes et qui qui j'espère fera du bien. Parce qu'à Perpignan, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être antifascistes et que c'est compliqué d'être antifasciste quand on a une mairie RN, c'est compliqué tout court. Mais quand il y a une mairie RN, c'est d'autant plus compliqué parce que on va pas dans le sens du vent de la mairie, quoi. Il faut se mettre aussi à l'heure, donc il reste à peu près 45 minutes pour rejoindre le cortège. Qu'est-ce que vous revêtez là ? Je vais mettre mon super masque d'antifasciste. C'est un masque de femme, plutôt gentil, hein. Parce qu'on sourit, parce qu'on fait la fête aujourd'hui, c'est même peut-être un effet cathartique qui va se produire. En revanche, le climat est totalement grinçant ou glaçant. Oui. Mais c'est habituel. Après, pour rebondir sur l'histoire de la culture, il y a aussi quelque chose, moi, qui me met très très en colère. C'est cette posture un peu surplombante qu'ont certains artistes, intellectuels, qui viennent par exemple en tournée pour des festivals, etc., et qui refusent de venir dans les mairies d'extrême droite. À quel moment on s'imagine que c'est faire résistance de ne pas aller dans une ville d'extrême droite sous prétexte qu'elle est d'extrême droite ? Premièrement, c'est oublier que dans cette ville, il y a des gens qui résistent et qu'on a besoin de force et d'énergie pour continuer à résister. Et ensuite, ça fait totalement le jeu du discours de l'extrême droite avec cette espèce de haine de l'intellectuel et des élites. Vous venez les artistes, il y aura du monde et vous faites gueuler pendant 5 minutes à tout le public. La jeunesse emmerde le Front National, voyez. Et là, vous faites un véritable acte de résistance politique. Parce qu'on a besoin, à un moment donné, qu'il y ait des gens qui viennent et qui nous reboostent dans notre forme de résistance, à petit niveau, local, etc. Mais ça demande de l'énergie. Et en fait, détourne le regard. Et puis on regarde ailleurs en se disant non, j'y vais pas, ils sont d'extrême droite, voilà. Et on s'arrête là, quoi. Et ça, moi, ça m'énerve, ça me met en colère. Voilà. C'est une fée bonne qui me parle. Tout à fait. Carabosse peut-être un jour, mais en tout cas, sûr et certain, on est, nous, dans quelque chose, plutôt de bienveillant, de positif. Est-ce que vous avez vu deux fées passer ? Il y en a plein des fées là-bas. Avec des chapeaux pointus ? Oui, mais il y en a plein. On les a vu passer. Avec les chapeaux roses. Là. Donc vous y allez ? Ouais. Mais vous n'êtes pas déguisé ? Pas encore, non. Non, l'idée c'est d'arriver décontracté, comme si de rien n'était. Je vous suis. Sur la route du point de rendez-vous du carnaval, je croise Elisa Iglesia de la librairie Torcatis, où trône une autre affiche Antifa. Et ça fait combien de temps que dans la vitrine de cette librairie que vous tenez, Elisa, il y a cette photo d'une croix nazie qui est piétinée par un petit... Par une vigatane, c'est une espadrille en fait en catalan. Donc ça fait. Alors nous on l'a installée un petit peu avant les élections municipales. Après c'est une affiche qui est assez ancienne, mais c'est une affiche qui est assez emblématique de la résistance espagnole, catalane, au fascisme d'une façon générale. Et c'est un peu le rôle de la librairie aujourd'hui, c'est de résister et c'est de contrer tous les fascismes. Quel est le climat ? Est-ce qu'on doit comprendre, nous qui n'habitons pas ici ? Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, on en a marre de se taire, on en a marre de laisser faire. Et aujourd'hui, on le montre, on le dit, on crée des événements autour de ça, on crée des collectifs autour d'une résistance, et on le montre dans les vitrines, et on a envie en fait de crier que ça suffit, et que c'est déjà aller trop loin, et que ça peut plus, il faut que ça s'arrête. En fait, nous, on se dit toujours, mais ils vont pas aller aussi loin, ils vont pas aller jusqu'au bout de leurs idées. Là, il y a eu un premier mandat qui s'est passé assez tranquillement, on va dire, plus ou moins. C'est presque lisse. C'est presque, voilà, c'est très lisse. On comprend en fait derrière qu'il y a une idée finalement d'être un peu consensuel pour froisser, choquer personne. Je pense que ce second mandat va être plus dur, plus rude, et du coup, il faut attaquer tout de suite. On va être plus direct. Maintenant, on va vraiment dire que ça suffit et qu'on en a marre et qu'il faut que ça cesse.
Finalement, se taire, ça n'apporte rien de bon. Jamais. Soyons clairs. On ne veut pas du fascisme et on ne veut pas du RN. Finalement, c'est juste ça, ce qu'il faut entendre. Et c'est très simple comme idée, je trouve. Je sais pas. Je vous laisse avec tous ceux qui sont là. Merci. C'est quoi ces masques? C'est pour ceux qui n'ont pas de masque, pour qu'ils puissent se masquer? Oui. Ça fait quel effet de devenir Retailleau? J'ai honte, très très honte de moi, vraiment. Non mais il est rigolo quand même. Il fait peur quoi. Ça fait Halloween. Surtout, il faut pas se laisser abattre par les terribles élections qui ont eu lieu dans tout le département et surtout à Perpignan même, municipal. Enfin, c'est manger au premier tour alors qu'on l'a déjà eu 6 ans, c'est ridicule. C'était la première fois que vous votiez? J'ai pas voté, je suis mineur. Enfin, on se bat pour le monde dans lequel on sera majeur dans ce monde-là, donc il faut se battre dès maintenant, je pense. Est-ce que Nadas a eu le... Non, il n'est pas venu encore. Il n'a pas eu l'info. Bon, tu vois avec quoi il s'agit maintenant de défiler. Ouais, je vois. Elles sont extraordinaires ces fées, non? Ouais. Elles sont belles. Comme la vie. Oui, je sais, il m'a expliqué tout à l'heure. Mais bon courage à vous. Hein. Tu as entendu, le préfet a pris une interdiction hier. On a interdiction de déambuler dans le centre-ville. Ouais. C'était ce qui était prévu? Pas du tout. C'est la police nationale qui est venue nous informer là il y a une demi-heure. Et on va s'y tenir? Ben, je pense qu'on va pas avoir le choix. Par contre, on a le droit de rester là et visiblement d'aller dans Saint-Jacques, ça n'a pas trop l'air de les déranger. On a le droit de défiler donc à Paris en faisant le salut facho. C'est pas un problème, mais des citoyens, des femmes enceintes et des enfants pacifiques manifestant avec joie le carnaval antifasciste dans les rues de Perpignan. Visiblement, on n'a pas le droit. Ils craignent, je suppose, un trouble à l'ordre public. Alors je ne sais pas du coup de quel ordre on parle. Pour l'instant, on danse. Allez, dansons. Cathy. Salut. Cathy Oustrière. Enchantée, Alexandre. Un moment qui fait un peu du bien. Un moment qui fait du bien après les élections municipales, pour moi en tout cas. Pour le coup, vous étiez quand même, Cathy Oustrière, il faut le dire, très impliquée dans la vie locale. Ici, on est au quartier Saint-Jacques. Pas loin. Là où vous avez, pendant toutes ces années, travaillé avec la communauté gitane, particulièrement les jeunes et les femmes gitanes, avec cette association Le Fil à Métisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Parce qu'on dit que cette mandature qui vient de s'achever était finalement assez lisse. Alors vous êtes un exemple concret de ce qui est de plus pernicieux a pu avoir lieu. Oui, quelque part, vous avez raison. Ils ne se sont pas attaqués d'emblée à l'association. Mais on avait une prestation avec la municipalité de Perpignan. Cette prestation a été transformée en subvention dans le cadre de la politique de la ville. Mais c'est qu'à un moment donné, les subventions baissent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La deuxième année, ils ont commencé à baisser la subvention. Et la troisième année, et la quatrième année. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous disait il faut revoir votre projet, il faut le baisser, baisser la voilure, c'est trop cher, vous ne touchez pas assez de personnes. Mais le travail était salué par tout le monde. Le travail était salué par tout le monde. Très vite, on a été accepté par la communauté, et notamment les femmes. Il faut comprendre ce qui se passe. Ici,
concrètement, Cathy Austrier? Le problème de la communauté gitane, il faut pas le nier. Il y a des vraies problématiques de santé, notamment des problèmes de pathologies chroniques qui ne sont pas bien suivis. Puis après, on est sur des personnes en souffrance psychique qui se replient sur leur communauté. Ils font partie des publics qui sont dans la précarité. Les jeunes ne peuvent pas accéder au boulot, ils sont stigmatisés par le territoire et stigmatisés par le nom. On sort rarement du quartier. On sort rarement. Et sauf pour aller faire la mendicité dans le centre-ville, juste à côté, l'endroit le plus touristique. Saint-Jacques, ça côtoie les magasins UP, voilà. Les restaurants chics. Les restaurants chics, etc. Moi, je pense que ce qui fait qu'on a rencontré ces difficultés, c'est que je pense qu'on était lanceurs d'alerte. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouvait dans des réunions institutionnelles, eh bien on pointait les difficultés que rencontrait la communauté, les discriminations. On a été témoins, nous. Donc on a témoigné sur ces questions de discrimination, même sur le système de santé. Et aujourd'hui, cette association qui n'existe donc plus avec ses baisses successives, c'est bien parce que là ça commence là. On va y assister. Ouais. Alors on va les rejoindre dans l'assemblée festive. Las manzanas murchan e com força servem bar, elles més amples gran. Més que està podrida, és que si et pesa tant, que cops la força m'oblida, tornem a dir-ho el teu cant. Étrange de voir arriver à la fin de ce cortège, de ce charivari, un avocat parisien. Un avocat parisien présent, juste pour assurer les arrières en cas de problématique avec la police. Ce qu'on peut dire quand même sur la préfecture qui n'autorise pas la manifestation, il faut rappeler une chose, c'est que quand on manifeste, c'est comme quand vous faites une fête dans votre appartement. Vous allez juste prévenir les voisins, vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation. Et là, on a quand même l'impression que le paradigme est inversé, c'est-à-dire qu'on est en train d'attendre l'autorisation du préfet, alors qu'en théorie, on a simplement besoin de le prévenir et la manifestation devrait avoir lieu. Donc on est quand même assez indigné par ce traitement qui nous est réservé, parce que voilà, c'est une atteinte à la liberté d'expression, une atteinte à la liberté de manifestation, et c'est assez grave. On a aussi l'impression qu'il y a certaines manifestations qui sont plus autorisées que d'autres. Là, aujourd'hui, quand on regarde même l'argumentation qui a été celle de la préfecture... Alors c'est laquelle ? L'argumentation nous explique que c'est un risque de trouble à l'ordre public parce que c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre des commerçants qui verraient leur commerce avoir des chiffres d'affaires qui seraient trop bas en raison de la déambulation de plusieurs carnavaliers. Tout ceci n'est qu'une farce. Ce qui ne vient pas, il faut quand même le préciser, on me l'a dit là, de la mairie. Cette non-autorisation vient du préfet. Je pense qu'il faut, c'est vrai, prendre un petit peu de recul et se dire qu'il y a en fait de manière générale des échanges entre la mairie, la préfecture et également les autorités judiciaires. Et peut-être que derrière, c'est effectivement la mairie qui sollicite la préfecture en disant que ce serait intéressant que cette manifestation puisse être interdite. Ça nous paraît quand même ahurissant. Et je rappelle une chose, c'est que une manifestation qui est statique, c'est pas vraiment une manifestation. L'idée d'une manifestation, c'est de commencer à un endroit et de se déplacer pour pouvoir faire venir des gens, pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir faire groupe, crier en dessous des fenêtres pour que des individus puissent nous suivre. Et c'est l'essence même d'une manifestation. Donc en écartant et surtout en nous demandant d'être statique, eh bien on vient totalement entraver l'esprit même de cette déambulation et de ce carnaval. La fête a été bâillonnée. La fête a été bâillonnée, la fête a eu lieu quand même, mais la fête a été bâillonnée. On est vraiment dans une théorie du cliquet, c'est-à-dire qu'on grappille chaque jour, on essaye de grignoter sur les libertés fondamentales. C'est important de se lever, de faire front, de combattre aussi ces avancées, que ce soit au tribunal ou dans la rue, des deux côtés. Donc il faut faire face, il faut faire corps collectivement, c'est important. Et effectivement, on a du travail dans les tribunaux, mais il y a aussi du travail à faire dans la rue. Siamo tutti antifascisti, comme s'il fallait y croire vraiment à ce qui pouvait devenir meilleur. Ah ben c'est clair, moi j'y crois fortement. J'y crois fortement et j'espère qu'on y arrivera. Moi, il y a longtemps que je fais des manifestations. Et que vous abandonnez pas. Ben, j'espère qu'on arrivera à avoir un monde meilleur qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment lamentable. Aujourd'hui c'est vraiment lamentable partout.
l'extrême droite est en train de monter, et puis ça fait mal, quoi. Ça fait mal au cœur de voir ça. Alors que nos parents, ils se sont battus pour la liberté. Ce qui vous fait peur, c'est 2027 ? Ah ben c'est clair que ça fait peur, hein. Bien sûr que ça fait peur. Mais on se battra, on se battra. C'est la fin de ce 24e épisode de Pagaille, la collection de podcasts originaux de Blast que vous pouvez retrouver sur le site de votre média indépendant favori, mais aussi sur la chaîne YouTube Blast 2, créée pour abriter ces audios, mais pas que, vous verrez. Si vous aimez, abonnez-vous au flux sur les plateformes de podcasts que vous fréquentez et faites circuler. On remercie pour leur concours logistique et leur appui, leur participation dans l'ombre, Philippe Deblaune, Esprit libre et sans peur, ainsi que Nicolas Cotteville, l'histrion irremplaçable et incontournable du paysage local médiatico-politique qu'il décrypte avec facétie, humour et talent sur son site L'Archipel Contre-Attaque. À lire, absolument, pour comprendre la complexité du paysage politique et historique de cette ville passionnante, le dernier ouvrage de Nicolas Lebourg, Dominique Sistac et David Gibran, Perpignan, déclassement et droitisation. C'est aux éditions Trabuchère. Un livre essentiel disponible à la librairie Torquatis, libraire indépendante depuis 1945. Remerciements à Maître Pierre Brunizeau du collectif d'avocats La Barre, dont les actions et engagements sont à découvrir sur le compte Instagram La Barre, B-A-R. Soutenez en même temps que Blast, l'excellent média en ligne indépendant Made in Perpignan, fondé par Maïté Torres. Pagaille, Alexandre Hérault au micro, Vincent Deck à la réalisation. Une création. Blast.